Nous sommes en 1798. L'Europe sort à peine du tumulte des guerres révolutionnaires. La France, victorieuse en Italie grâce au jeune général Bonaparte, est épuisée par des années de combats. Mais son ennemi juré reste l'Angleterre. Bonaparte, auréolé de gloire, inquiète beaucoup le Directoire. Il est trop populaire, trop ambitieux, bref, trop dangereux pour eux. Alors que fait-on quand un général devient encombrant ? Eh bien on l'envoie très loin. C'est ainsi que naît l'idée d'une expédition incroyable, partir en Égypte pour couper la route des Indes, l'artère vitale de la puissance britannique. Une mission à la fois militaire, politique et scientifique. C'est ainsi que commence la campagne d'Égypte. Officiellement, il s'agit de frapper les Anglais au cœur de leur commerce. Mais Napoléon, lui, rêve plus grand. Il veut créer une colonie française au bord du Nil. Une nouvelle Alexandrie des temps modernes, si vous préférez. Et puisqu'il aime l'innovation, il ne partira pas seul en Égypte. Il partira avec des soldats, mais aussi avec une armée de savants. 167 hommes, ingénieurs, botanistes, astronomes, géographes et médecins. L'expédition devient ainsi la première aventure militaire où l'on emmène des microscopes et des télescopes à côté des canons. On pourrait presque dire que Bonaparte invente le concept du voyage d'études armé jusqu'aux dents. C'est avec tout cet attirail que le 1er juillet, l'armée de l'Orient débarque à Alexandrie. Et la chaleur y est étouffante, le soleil est implacable et il y a du sable absolument partout. En gros, ça change de l'Europe. Et le choc est rude pour les soldats. Beaucoup portent encore les uniformes lourds des campagnes européennes. Et le résultat, c'est des assolations, de la soif et de la fatigue dès le premier jour. Comme ça, les soldats sont fixés. Mais Napoléon galvanise ses troupes. Avec son style habituel, il transforme chaque difficulté en une épopée. Il leur promet la gloire éternelle. Vous connaissez peut-être cette phrase de Napoléon qui dit « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Phrase historique certes, mais on doute que les soldats l'aient vraiment savouré sous 40 degrés à l'ombre. L'armée progresse rapidement vers le Caire, affrontant une résistance éparse mais déterminée. Les Mamelouks, cavaliers redoutés, dominent encore la région. Armés de sabres étincelants et montés sur des magnifiques chevaux arabes, ils incarnent l'image même du guerrier oriental. Face à eux, les soldats français, fatigués, affamés, mais disciplinés. Ils avancent méthodiquement et la confrontation est inévitable. Près des pyramides de Gizeh, les deux armées se rencontrent enfin et le spectacle est saisissant. D'un côté, des milliers de cavaliers mamelouks prêts à charger et de l'autre, les carrés d'infanterie française serrés comme des forteresses mobiles. Napoléon ordonne à ses hommes de se former en grand carré. Artillerie au coin, baïonnettes prêtes, tambours battants. Quand les Mamelouks s'élancent, la terre tremble sous leurs chevaux. Et face à eux, une muraille de feu et d'acier les arrête net. Les charges se succèdent, héroïques, mais inutiles. En quelques heures, l'armée Mamelouk est écrasée et le Caire tombe. Lors de cette bataille, le général Bonaparte a utilisé le dispositif du carré. Cette formation consiste à former une figure géométrique de forme carrée, comme tu l'auras compris, dont chaque côté est constitué de 3 ou 4 rangs. Ainsi donc, les charges de cavalerie peuvent être repoussées plus aisément. En effet, un cheval ne va pas foncer tête baissée sur une pique. Son instinct de survie le rappellera toujours. Tous ces événements nous mènent inexorablement au 1er août 1798, à Boukir, le coup de massue de la campagne d'Égypte. La flotte française, qui était restée dans la baie d'Aboukir justement, est attaquée par le célèbre amiral Nelson. Dans une manœuvre fulgurante, les Anglais encerclent les navires français et les détruisent presque tous. Le vaisseau amiral, l'Orient, explose dans un embrasement spectaculaire. Résultat, la Méditerranée appartient désormais à la Royal Navy et l'armée française est coincée en Égypte, sans renfort, sans ravitaillement, sans espoir de retour. C'est un peu comme partir en voyage et voir son billet retour brûler sous ses yeux. Nous sommes en automne 1799. La Révolution française a 10 ans, 10 années de bouleversements, de guerre et de guillotine, mais surtout de fatigue générale.
Le régime en place, le directoire est à bout de souffle, corrompu, impopulaire, incapable de rétablir l'ordre. Bref, la France a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est ce petit général qui est revenu au mois d'août 1999. Il s'agit ni plus ni moins que Napoléon Bonaparte. De retour d'Égypte, auréolé de gloire malgré un fiasco naval, il est accueilli à Paris comme un héros. Et il sait parfaitement que son heure est venue. Le plan est de faire un coup d'état le 18 Brumaire en 9 novembre 1799. Le prétexte officiel, une menace jacobine justifie le transfert du Conseil des 500 et des Anciens au château de Saint-Cloud hors de Paris. En réalité, c'est un coup d'état soigneusement préparé par Napoléon, Sieyès, Roger Ducos et Lucien Bonaparte, son frère. Napoléon arrive avec ses grenadiers, mais là, rien ne se passera comme prévu. En effet, face aux Anciens, il bafouille, hésite, parle de complot imaginaire. L'Assemblée reste glaciale. Chez les 500, c'est pire, cris, insultes, on l'accuse de tyrannie. Certains députés veulent même le déclarer hors la loi. Bref, ce n'est pas exactement le grand moment de gloire qu'il avait imaginé. C'est alors que dans un moment inespéré, son frère Lucien sauve la situation. Président de l'Assemblée, il accuse les députés d'être manipulés, de menacer la République et appelle les grenadiers à protéger la représentation nationale. Traduction, messieurs les soldats, pouvez-vous s'il vous plaît sortir ces messieurs un peu trop bruyants, s'il vous plaît. Les troupes interviennent, dispersent les députés, manu militari. Le conseil est vidé et le coup d'état réussit. Le lendemain, le 19 Brumaire, une poignée de députés restés sur place votent une nouvelle constitution provisoire. Le directoire est aboli et un nouveau régime naît, le consulat. À sa tête, 3 consuls, Bonaparte, Sieyès et Ducos. Mais soyons honnêtes, personne n'a vraiment de doute sur qui tient les rênes. Napoléon devient premier consul. Ainsi, le 18 Brumaire marque la fin de la Révolution française. Et en une journée confuse, certes, parfois ridicule même, Napoléon s'est emparé du pouvoir. La République survit, mais sous la férule d'un général ambitieux qui en réalité prépare déjà sa couronne impériale. Comme dira plus tard un historien, le directoire est mort de vieillesse, Bonaparte n'a fait que l'achever. Et la campagne d'Égypte est également un paradoxe. Une brillante victoire militaire à Gizeh, certes, mais un désastre stratégique à Aboukir, un échec politique, mais une réussite scientifique, un désert brûlant, mais une légende éternelle. Elle n'a pas donné l'Empire, certes, elle a donné l'image de Napoléon comme un homme conquérant et surtout homme du destin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce deuxième épisode de Napoléon Bonaparte, le génie des batailles, consacré à la campagne d'Égypte, est terminé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se dit à dans 2 semaines sur les secrets du temps pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.